Hop, je suis de nouveau là. Donc rebonjour à tous, surtout à ceux qui n'ont enfin, à ceux qui ont rejoint. Bonjour tout le monde. On se retrouve aujourd'hui pour parler de ce fameux outil que du coup Hornet a sorti par rapport à cette histoire de migration, en tout cas cette histoire de fin de commercialisation de Veil Cloud. On a déjà fait un webinaire du coup sur le sujet. Aujourd'hui, on vient présenter l'outil du coup qu'a sorti Hornet Security. Pour ce faire, on va le voir sous plusieurs aspects. Et normalement, si vous voyez bien mon écran, hop, juste il faut que ça soit bon de mon côté. Ok. Donc, aujourd'hui, on se retrouve sur un webinaire vraiment technique. On peut aussi ne pas être dans le profil technique, enfin, on va dire d'un profil technique et regarder le webinaire et comprendre ce que fait l'outil dans NetSecurity aujourd'hui, comment l'utiliser, etc. En tout cas, dans les grandes lignes, dès qu'on va commencer à parler technique, c'est sûr qu'il y a certaines choses que vous n'allez pas comprendre, mais voilà, on reste quand même sur un webinaire qui est vraiment exclusif à la technique et qui va vous rassurer du coup sur ce qui est capable pardon, de faire cet outil et comment va se passer la migration durant ce mois d'août, ce mois de septembre, puisque on se rappelle que la fin de commercialisation a été annoncée il y a quelques mois pour dire que voilà, Veil Cloud allait complètement disparaître d'ici fin septembre. C'est quelque chose que vous ne pouvez plus vendre aujourd'hui, Veil Cloud. Hein. On ne peut plus renouveler ni vendre sur cette partie-là. Et donc, forcément, on veut migrer. Ça concerne uniquement Veil Cloud. Du coup, je fais un disclaimer sur la partie Veil 365. Aujourd'hui, on ne parle pas de migration de Veil 365 vers Hornet. Veil 365, c'est un produit qui existe toujours, qui se vend toujours, qui a sa propre console partenaire, qui elle aussi a cette étape un peu de migration. Mais voilà, les clients Veil 365 aujourd'hui ne sont pas amenés à migrer et cet outil n'est pas du tout fait pour du Veil 365. Vous allez comprendre très rapidement pourquoi, de toute façon. Donc voilà, on va raconter durant cette petite... Je pense que je vais durer 20 minutes à peu près à vous expliquer un peu ce que je veux vous envoyer comme message et surtout qu'est-ce que je veux vous montrer. On va expliquer un petit peu le contexte encore une fois. On attaquera directement avec le vif du sujet qui est le portail du coup de migration. On va d'abord aller sur le côté supervision de la migration et ensuite on parlera vraiment de la migration, les bonnes pratiques, les pièges à éviter, etc. Et ensuite on passera à la phase de questions-réponses. On va dire un truc assez, c'est vraiment un programme assez classique. Je pense que vous êtes assez habitués maintenant de ce qu'on fait chez Chris en termes de webinaire. Donc voilà pourquoi on parle aujourd'hui de migration avec un outil, etc. On avait déjà parlé dans d'autres webinaires qu'il y a cette fin de commercialisation qui a été annoncée. Donc, le mieux que ce soit pour l'éditeur comme pour Chris, c'est d'accompagner du coup vous, les partenaires. On a déjà fait sûrement des webinaires, des onboarding pardon, ensemble, qui est vraiment, on va dire, l'accompagnement qu'on pouvait le mieux faire, puisqu'on était avec vous pendant 1 heure ou deux sur un compte client ou en tout cas sur un compte ANFR pour mettre en place le produit, savoir comment ça fonctionne, échanger. On a un côté transfert de compétences qui se fait aussi. C'est vrai que c'est assez intéressant comme, on va dire comme aide que nous on pouvait apporter, mais maintenant voilà, le mieux c'est d'avoir un outil réel qui fasse une réelle migration. On veut quelque chose de technique et en tout cas c'est ce qu'on va vous proposer aujourd'hui. On va récupérer votre compte partenaire Vadecloud et en fait on va pouvoir migrer vos comptes clients Vadecloud directement sur Hornet avec quasiment la configuration exacte que ce que vous aviez sur votre côté, sur votre console Vadecloud, par exemple. Et après, on parlera un peu plus de l'outil. Et du coup, voilà à quoi sert cet outil. Je vais vous envoyer de suite le lien de l'outil pour que vous puissiez tester en temps réel. Le but, au final, c'est pas d'utiliser l'outil aujourd'hui pour vous, c'est de comprendre à quoi il sert et surtout comment se connecter à cet outil. Donc, je vais plutôt vous mettre ici dans la conversation Teams. Hop, et hop. Voilà. Je vous ai envoyé ce lien-là, qui est le lien de la console. Et donc, on va revenir sur, voilà, ici. Cette console-là, on va se connecter avec votre compte Vadecloud, donc avec vos credentials, avec vos credentials Vadecloud, et on va atterrir sur une console qui pourrait s'appréhender à une console un petit peu MSP, en tout cas qui va vous montrer en réalité vos clients.
sur vos clients, ben, on a le nombre de domaines que vous aviez chez votre client et est-ce qu'il est prêt à la migration sur le contrôle panel ou pas. Donc voilà, vous allez avoir plusieurs étapes et plusieurs statuts par rapport à ces comptes. Est-ce qu'il est migré? Est-ce qu'il est prêt? Est-ce qu'il n'est pas prêt? Ou est-ce qu'il est ignoré? On a, voilà, on a des statuts qui sont évidents. Ignoré, c'est qu'on ne veut pas le faire passer. Non prêt, c'est parce qu'il y a une problématique. On peut avoir sur le relais entrant, par exemple, une notion de non prêt qu'on verra un petit peu après. On va avoir également la notion de prêt comme on le voit ici, c'est-à-dire que votre infrastructure est amenée à migrer sans encombre, sans problématique, et migrer, c'est quand c'est déjà fait. Et, voilà. Et ça va apparaître pour le nombre de domaines que vous avez, ou ça va vous faire un total par compte client de domaines que vous avez protégés, en tout cas auparavant. Donc, on a du coup, voilà, ça ressemble un petit peu à ça. J'ai essayé d'anonymiser un petit peu ce qu'on pouvait voir sur les miniatures. J'ai malheureusement pas de démo à vous montrer puisque on prendrait à peu près 1 heure de live à vous montrer comment va fonctionner une migration. Ça va pas être utile dès lors qu'on a déjà les menus, à quoi va ressembler les menus sur lesquels vous allez atterrir. Le but, encore une fois, c'est que vous puissiez découvrir l'outil, le maîtriser, comprendre les différentes problématiques qu'il y a dessus. S'il y a une erreur, ben, qu'est-ce qui se passe, comment la résoudre et comment avancer. Donc voilà, je pense pas que que ce soit nécessaire que ce soit en live tant qu'on ait toutes les particularités de l'outil. On revient sur cette notion de prêt, non prêt, migré, avertissement. Vous avez sur cette console-là, vous avez du coup 2 pages qui sont dédiées à de la documentation. Information sur les statuts et information sur la migration. Ce sont les 2 seules pages que vous allez utiliser si vous allez avoir un problème et que vous avez oublié que, par exemple, à ça, qu'est-ce que ça veut dire? De toute façon, sur chaque erreur que vous allez avoir sur cette console, on a une indication de qu'est-ce qui se passe réellement. Ici, on vous montre, un peu comme une légende, les différents états que peut avoir votre domaine. Et donc voilà, là, on vous donne un ordre d'idée. On a plusieurs critères par rapport au migrer plus avertissement. On peut migrer partiellement un domaine aussi au final. Cet outil-là, vu qu'il est décorrélé de l'utilisation du contrôle panel ou de l'ancienne console VADR, il va agir sur les 2 bases de données qu'il y a de VAID Cloud et le contrôle panel. Et on va pouvoir effectuer autant de migrations qu'on le souhaite, malgré le nombre d'erreurs qu'on va rencontrer. On peut très bien rencontrer une seule erreur qui vous dit, on prend un exemple, que la liaison LDAP n'a pas été faite, alors que vous décidiez de migrer cette configuration. Forcément, on va pouvoir mettre en pause cette migration, résoudre la problématique de connectivité vers votre LDAP et ensuite reprendre la migration pour que vous puissiez terminer votre migration et vous rendre sur le contrôle panel sans encombre. Pour donner quand même une méthode avec 4 étapes assez claires, pour avoir une méthode assez claire, moi j'ai pensé à 4 étapes. Tout simplement, d'abord vérifier les relais entrants. Je vais vous envoyer du coup également dans la conversation un test, un site dont Hornet teste la connectivité de vos serveurs de relais. Donc vous allez pouvoir rentrer votre relais votre relais entrant, pardon, qui était potentiellement votre MX avant celui de Hornet, hein, quand vous allez effectuer la migration. Et on va pouvoir essayer la connectivité avec ça. Avec du 365, on a rarement la problématique. On est même plus sur des environnements on-premise qui demandent une réelle ouverture sur un pare-feu ou sur un routeur quelconque. Hein. Et je vais vous envoyer ça tout de suite. Il faut juste que je le retrouve. Et là, et là. Ah, non, c'est pas lui. C'est lui. Voilà. Hop, je vous ai envoyé du coup dans la conversation le 2e lien qui permet de vérifier cette partie pare-feu. Si on n'est pas concerné par ça, on va simplement s'amuser à lister toutes les informations que je vais vouloir migrer sur mon contrôle panel. Ça peut être les utilisateurs, les licences, les listes noires, les listes blanches des utilisateurs ou les globaux. Enfin, les règles globales, pardon, excusez-moi. Les règles d'exception, on a pas mal de critères quand même. Les liaisons LDAP, la configuration du rapport de quarantaine, par exemple. On va s'amuser à voir tout ce qu'on peut migrer. Et ensuite, une fois qu'on a migré la configuration et qu'on a vérifié qu'au niveau réseau, Hornet a la possibilité de checker notre serveur SMTP, on va pouvoir penser à basculer les MX.
La migration, elle a été faite. Le contrôle panel va être du coup une console sur laquelle vous allez vérifier que la configuration a bien été migrée. Et une fois que c'est feu vert pour vous, on va attendre voilà, que la configuration sur net soit bien remontée. Moi, je donne souvent un ordre de temps de 3 heures à 4 heures grand maximum avant que les informations soient réellement remontées sur les serveurs d'Hornet. Et ensuite, on bascule les MX. Une fois qu'on a basculé notre flux de mail, on s'assure que le trafic passe bien par Hornet et on met à jour notre SPF, notre DKIM, du BIMI, du TLS-RPT, etc. Il y a déjà des notions comme, de toute façon, du démarre, potentiellement vous en avez déjà. Moi, je vous penche vraiment à, cette fois, on va dire, s'intéresser au SPF. Là, le DKIM, c'est réellement la nouveauté qu'on a par rapport à Hornet, puisqu'on ne gérait pas DKIM avec la partie VAD Cloud auparavant. Aujourd'hui, on est capable de le faire. L'intégralité des listes noires et listes blanches sont-elles migrées? Oui, complètement, oui, oui, oui. On ne liste pas qu'est-ce qu'on migre en termes de listes noires et de listes blanches, c'est soit on le migre, soit on le migre pas. L'intégralité ou pas, ça, enfin, on ne pourra pas le choisir. Donc oui, normalement, c'est complètement l'intégralité des listes noires et listes blanches. Par utilisateur ou globaux, encore une fois, il y a des paramètres du coup plus généraux au domaine qui, elles, peuvent être migrées ou pas. Et pareil pour les listes noires, listes blanches utilisateurs. Et donc voilà. On va prendre un cas, c'est pas le plus probant puisque, encore une fois, il faudrait avoir une infrastructure on-premise ou un flux restreint pour que ça arrive, en tout cas pas un service hébergé aussi, comme un serveur chez OVH ou autre. Mais on peut avoir du coup un client qui n'est pas prêt et donc on va aller sur la liste de nos clients, on va vérifier les domaines et on va voir potentiellement qu'on a des domaines qui sont prêts ou non prêts. Les relais sortants, c'est un peu plus, voilà, c'est autre chose, mais le relais entrant, on voit bien qu'il est non prêt. Ok, je vois potentiellement sur ma console que l'accès au serveur LDAP ne fait pas partie des tests réalisés. Bon, ok, ça veut dire que c'est pas ça. En l'occurrence, quand je vais aller sur le non prêt ici, ils vont me dire que une des IP publiques d'Hornet n'est pas renseignée, ou en tout cas ne peut pas communiquer avec les relais, enfin le relais entrant. Donc ça veut dire que Hornet n'arrive pas à communiquer avec votre serveur SMTP, et donc il va falloir penser à faire l'ouverture de flux que on vous donne non seulement dans le lien que je vous ai envoyé, mais je vais vous envoyer un autre document, bien évidemment, ce sera présent dans le récapitulatif de ce webinaire, mais c'est un lien d'onboarding et qui vous donne tous les prérequis pardon, pour migrer sur Hornet, ou en tout cas pour utiliser Hornet Security aujourd'hui. On parle autant, voilà, hein, sur ce document, on parle autant des exceptions du firewall que des MX, du SPF. On a également des relais pour la partie Microsoft. Je vous invite à lire le document et vous verrez directement les informations que vous avez dedans. Donc voilà. On a ici, du coup, dans ce premier cas, un relais entrant non prêt parce qu'Hornet n'arrive pas à communiquer avec le serveur entrant. Et donc, hop, voilà. Et donc, on va voir dans notre nom prêt, ok, ben on voit bien que alors là, malheureusement, c'est flouté parce qu'on parle d'IP, mais on voit bien que c'est une IP précise qui n'arrive pas à communiquer avec, enfin, c'est plutôt, voilà, mon serveur qui a mon IP public, hein, mon serveur SMTP, qui n'arrive pas à communiquer avec Hornet. Et donc, maintenant que je sais que c'est juste ça, très bien, je fais l'exception côté firewall, et notre cas est résolu. Donc, on prend le deuxième cas. Ben, mon client est prêt. Je vais directement sur la partie client, sur le domaine en question. OK, je fais lancer une migration de configuration. Très bien. Je vois qu'on a une destination sur le contrôle panel, forcément. On passe d'une console A vers une console B. Et donc, sur le contrôle panel, on va avoir le nom de domaine, test.com, on va l'appeler comme ça, qui va être créé. Et il va s'appeler exactement comme ça, test.com. Par exemple, moi, test.com, c'est pas le domaine que je veux. Il a test, par exemple, test13005.com. Voilà, il va avoir ce deuxième domaine, un domaine alias que je veux, qui soit en domaine principal. On peut changer la destination et le nom qui remontera sur le contrôle panel. Si on corrige les alertes, en combien de temps cela remonte dans la console de migration? Vu que les checks sont faits vraiment sur le moment, quand vous lancez une migration de configuration, hein, donc c'est parti de cette console, vous avez un check de la configuration qui est fait. Donc pour moi, c'est au check de la configuration qui va vous valider
vos changements. Donc, le mieux, c'est de vous déconnecter de cette console-là quand vous avez fait votre modification et potentiellement de vous reconnecter ou tout simplement de relancer cet élément voilà, cet onglet, lancer une migration de configuration. Et on va pouvoir resélectionner les éléments que je veux migrer. La destination du contrôle panel, le point 1 que vous voyez, c'est la destination, donc c'est juste le nom. Et en 2, c'est le plus important, ça va être les éléments qu'on va vouloir migrer. Le domaine, le relais, les listes de blocage, d'autorisation, les connexions d'app, etc. Là, je pense que vous voyez, c'est assez clair des éléments qu'on va pouvoir migrer. Pour moi, il y a juste un check qui va juste devoir être fait une seconde fois en quittant potentiellement le menu client ou en reallant dessus. Donc le temps, on va dire que ça remonte sur la console, il se fait à la vérification, donc ça reste assez direct. Et également, on a une autre question. Dans la doc Hornet précise ces serveurs à configurer sur le pare-feu. Oui, on peut les retrouver exactement sur la doc Hornet également. Et ici, ouais, c'est un peu différent de ce qu'on va avoir sur le firewall test. Le site sur lequel il teste, on va dire, enfin, où le firewall est testé, est un peu plus vieux. Donc, vaut mieux prendre soit les éléments de la documentation, soit celui que je vous ai fourni du coup dans un second temps, où on parle de configurer le firewall. C'est la documentation que j'utilise pour mes onboarding, donc pour les accompagnements qu'on fait chez vous. Et s'il y a un besoin d'avoir si on a besoin d'avoir des adresses au niveau du pare-feu, on les a sur le deuxième document que je vous ai envoyé. C'est vraiment pour de la technique, enfin, c'est vraiment pour effectuer le test qu'on a le firewall check pour netsecurity.com. Pour avoir les informations, pour moi, les plus sûres, c'est dans le lien d'onboarding que je vous ai envoyé. Et là, vous avez du coup cette adresse en 173 48 18 0. Enfin, en tout cas, moi, je sais que je l'ai dans ces documents-là. Voilà. Et donc, alors, il y a tout qui est passé. OK. Hop, hop, hop. OK, on reprend notre cas 2. On a vérifié du coup les éléments qu'on a voulu migrer. On met en file d'attente notre migration et donc on va pouvoir lancer, puisque autant on fait ça sur un domaine, autant on peut le faire sur 50, puisque vous avez potentiellement 50 clients sur la partie des clouds. Et donc, on va mettre en place, enfin, on va mettre en liste d'attente nos 50 domaines à migrer et ils vont se faire au fur et à mesure. Donc, on a bien on va dire, nos X actions sur toute la migration et sur tous les domaines que vous allez effectuer de migration qui vont s'effectuer à la chaîne. Et vous allez pouvoir superviser toutes les migrations qui sont en train de s'effectuer. Est-ce qu'il y a une erreur ou pas et pourquoi? Et en plus de ça, sur le nombre de domaines que vous allez vouloir migrer, combien ont réussi à migrer, combien ne sont pas terminés, enfin, voilà, combien ne sont pas terminés, combien sont en bon ou en pas bon. Bon, on reste assez classique là-dessus, pardon, à chaque fois. Bouger la roulette de la souris, ça fait remonter. Voilà, on en était là. Donc, on a bien l'historique de notre migration, on a bien les étapes et les logs de notre migration, puisqu'on prend ne serait-ce que pour un domaine, on va avoir tous les éléments qu'on a sélectionnés et qu'on veut migrer, qui vont qui vont passer chaque check et qui vont basculer sur la console B, donc le contrôle panel. Est-ce que ça va fonctionner ou pas? La plupart du temps, s'il n'y a pas de raison, ce sera toujours en succès. Il n'y a pas vraiment de problème aujourd'hui sur cette console qui est connu, en tout cas. On a un numéro de support qui est dédié, on a un numéro chez Chris comme un numéro chez Hornet qui est dédié à cette partie-là. Mais voilà, en tout cas aujourd'hui, c'est pas un cas que j'ai eu assez souvent au support technique. Donc on a les logs ici, qu'est-ce qui se passe? Et le seul conseil que je peux vous donner aujourd'hui sur la migration, c'est pas vraiment sur les éléments de la configuration, puisqu'on vient juste gagner du temps. Aujourd'hui, où on a vraiment, on va dire, des pièges à éviter, etc., c'est sur les bonnes pratiques. Je vous en ai déjà donné une, mais je vais la redire puisqu'elle est pour moi ultra importante. Quand on effectue une migration ou un changement de configuration sur le contrôle panel, ou qu'on met en place un nouveau client, de nouvelles boîtes aux lettres, etc., quand on vient modifier quelque chose sur le contrôle panel, on prend entre 3 et 4 heures de modification. En plus de ça, quand on réalise du coup sa première migration, pour moi, on va également modifier ses DNS, etc. On va basculer les MX. Il y a une bonne astuce pour éviter d'avoir une interruption de service qui se fait sur la durée. On va ajuster le TTL de vos différentes entrées. Que ce soit le SPF, le DKIM et vos MX,
ils possèdent tous un TTL, donc on va pouvoir le modifier. Ce TTL, assez souvent, il est à 3600 secondes, mais voilà, c'est le temps de... Enfin, c'est une espèce de durée de vie de vos entrées DNS jusqu'à qu'ils se fassent de nouveau checker. On va pouvoir le baisser à 60 secondes, en tout cas 1 minute, en tout cas à la valeur la plus basse, éviter les 1 seconde quand même, mais pour moi 1 minute ça reste le plus raisonnable, et donc on va pouvoir migrer les MX, le SPF et le DKIM avec un TTL bas pour que ce soit pris en compte assez rapidement. Et donc voilà. Là, ici, on parle même d'ordre des opérations, mais ça reste assez clair de toute façon aujourd'hui. Le but, c'est de s'assurer que Hornet puisse communiquer avec nous. Et une fois qu'on est assuré de ça, on parle de configuration, on configure bien notre contrôle panel, on s'assure que tous nos utilisateurs sont bien protégés, enfin vont être protégés par Hornet, et ensuite on migre les MX, SPF, DKIM. Bon voilà. Là, on parle de pièges. Les connexions LDAP, AD, etc., forcément, c'est pas quelque chose qui est amené à être checké. Donc, tout à l'heure, ça a été un test un petit peu caduc de vous parler de ce test-là, de l'ouverture du flux par rapport au LDAP, etc. Mais forcément, vu que ce test n'est pas fait, assurez-vous que ce soit ouvert à ce niveau-là. Et si il y a une configuration pareille, on est capable de faire une configuration LDAP sur le contrôle panel. Ça va venir interroger votre AD. Ça, de toute façon, la documentation est bien fournie là-dessus. Et n'oubliez pas le SPF et le DKIM, surtout quand vous avez du démarque aujourd'hui. Pour ceux qui n'étaient pas trop familiarisés avec ou qui le mettaient de côté depuis quelque temps, c'est vraiment quelque chose qu'il faut de moins en moins mettre de côté, puisque un domaine qui est mal configuré au niveau SPF, même au niveau DKIM aujourd'hui, va rajouter un certain niveau de scoring selon la configuration que vous avez au niveau du spam. Et si vous voulez éviter qu'on tombe dans cette situation de c'est bizarre, mais les mails de mon partenaire, je les reçois en spam, voilà l'une des raisons de pourquoi on peut se retrouver en spam, tout simplement par le manque de configuration aujourd'hui au niveau SPF, DKIM ou des marques. Est-ce que vous avez des questions? Alors, il y a une notion qui n'est pas bonne dans cette, dans cette slide, mais ça n'a pas pris celle que j'ai corrigée. Ne vous basez pas sur l'adresse marketing, c'est uniquement l'adresse du coup de notre service marketing. Vous avez chez nous l'adresse commerciaux ou notre site web chrisreseau.com que je vais mettre ici avant de répondre aux questions. Tac, tac. Ouais, normalement, vous allez pouvoir. Hop. Il n'a pas pris vraiment mon truc, c'est pas grave. Mais voilà, vous avez directement notre site qui est vraiment dédié à vos questions, à si vous voulez nous contacter pour autre chose, ou tout simplement obtenir de la ressource documentaire ou à accéder à nos webinaires. On a fait des vidéos YouTube du coup qui parlent de nos précédents webinaires, etc. Et le numéro de téléphone, pareil, ça c'est l'agence de Aix-en-Provence qui saura vous rediriger. Mais quand vous allez sur notre site, vous avez l'adresse du support qui est directement donnée. Et là, vous avez plutôt le numéro de l'accueil, autant pour moi. Mais voilà, si vous avez plutôt une question à nos commerciaux, vous avez la rubrique Nous contacter. Et si vous avez une question au support technique, parce que vous êtes déjà partenaire chez nous, donc et vous connaissez déjà sûrement le numéro d'ailleurs, et c'est le premier numéro qu'on voit sur notre site internet. En l'occurrence, le support Vadesecure, ça est toujours bon. C'est souvent sur ce lien-là, ou en tout cas même vers ce mail-là que vous allez envoyer vos cas support, et je vais vous fournir tout de suite un numéro sur lequel vous allez pouvoir appeler. Alors ça ne concerne pas Chris, ça concerne Hornet. Et voilà, c'est le numéro du support Hornet, différent de celui de Vadé auparavant, hein. Ils gardent toujours leur numéro de Vadé, mais ils ont celui d'Hornet dédié à on va dire à ce type d'outil. Et au cas où, je vous donne celui de Vadé aussi. Euh, tac. Mhm. Le temps que je retrouve. Voilà, et je vais juste répondre du coup aux questions que vous avez mis au-dessus. Et je vous envoie d'abord ça. Hop. Bon, alors profitez-en, hein. Si vous avez plein de questions, si vous avez besoin de voir quelque chose, ou même qu'on se connecte sur la console, on peut. Ça n'a pas de plus-value de se connecter sur la console, puisqu'on ne va pas avoir de nouveaux menus que vous n'avez pas vus. Mais ça peut rassurer. Donc on peut à peu près, voilà, on peut prendre du temps, hein. Il est 14h58. Tac. Et hop là, vous avez du coup le deuxième numéro que je vous envoie. Ah ben c'est exactement le même. Ok, non d'accord, autant pour moi, c'est bon.
Juste qui s'affiche différemment. Bah, c'est très bien. Hop, hop et donc j'ai une autre question. Alors, est-ce que vous pouvez, s'il vous plaît, nous redonner la date définitive à laquelle Vadecloud ne fonctionnera plus, que l'on puisse organiser une migration avant cette date? Alors pour moi, estimer qu'à partir du 31 septembre, se connecter sur la console, Vadecloud ne sera plus possible. Je n'ai pas de date précise et encore enfin, c'est pas ça, c'est que je ne sais même pas si ils vont fermer leur serveur à cette date-là. Pour moi, oui, donc autant fonctionner comme ça. Et c'est comme ça qu'ils en parlent en tout cas, vu que Chris Réseau, c'est pas vraiment «Hornet» entre guillemets, on n'est pas l'éditeur. On ne saura pas quand est-ce qu'ils vont fermer les serveurs, mais la communication officielle de fermeture du service est au 31 septembre. Donc, je peux que vous donner cette date-là. À quoi correspond configuration du rapport de quarantaine? C'est surtout de quand est-ce qu'il est reçu, ce rapport de quarantaine. Est-ce que surtout il est configuré par utilisateur ou pas? Avant, on avait le fonctionnement du rapport mutualisé à l'administrateur. Il y avait les rapports de quarantaine par utilisateur, mais il y avait aussi en plus le rapport mutualisé, et ça, ce n'est plus le cas aujourd'hui sur le contrôle panel. On n'a plus la possibilité d'avoir un rapport de quarantaine global pour tout le domaine à un seul utilisateur, en tout cas un administrateur, et en plus un rapport aux utilisateurs. On a soit le rapport aux utilisateurs, soit l'autre. Mais ce qu'on vient reprendre, c'est surtout la fréquence à laquelle il a envoyé, les éléments qu'on a pu rentrer dans ce rapport de quarantaine. Enfin, on ne change pas vraiment cette partie-là, sur le rapport de quarantaine. Il va changer de tête, en tout cas, c'est sûr, et voilà. Est-ce que smtp.cloud.adSecure va être coupé? Coupé, ça, encore une fois, je pourrais pas vous dire. Je pense qu'ils vont faire en sorte que ce soit redirigé pour pas perturber les autres, mais on va plutôt utiliser la partie Hornet, le SMTP d'Hornet, du coup, qui est présent dans la documentation, et au final, on n'a pas le smtp.cloud.adSecure.com, mais smtp.hornetsecurity.com. Ça reste assez simple. Y a-t-il un moyen de forcer le refresh de la console de migration une fois par jour, par défaut, pour avoir un statut plus juste? Du coup, Roland, je vois pas vraiment avoir un statut plus juste. Dans tous les cas, quand tu viens, enfin, quand tu viens du coup, effectuer une migration, tu vas avoir tes différents statuts. Tes différents statuts peuvent être refresh manuellement, automatiquement non, mais peuvent être refresh manuellement, et si tu as résolu, prenons un exemple voilà, tu as un serveur, SMTP on-premise et Hornet n'arrive pas à communiquer avec ton serveur SMTP par des raisons de firewall, tu résous cette problématique au niveau du firewall, tu as juste à faire un refresh manuellement et il y aura plus besoin de forcer un refresh ou autre. Et puis dans tous les cas, ça se refresh au fur et à mesure que tu te connectes sur ta console et qu'une vérification est effectuée sur ton compte client. Quand tu vas te rendre sur ton compte client, pour une migration ou pour juste vérifier si c'est possible, ils vont vérifier sur le moment, quel est le statut de ton client. Est-ce qu'il est prêt ou pas prêt? À toi de voir. Que j'ai répondu à la question. Heu, pour les clients qui ont une licence active après cette date. Alors, ah oui, non, non, encore une fois, c'est un produit qui a pu être acheté, jusqu'en 2027. C'est une solution qui va fonctionner. C'est juste pour les gens qui vont, vouloir mettre en place, enfin, configurer des clients ou renouveler quelque chose, ou, enfin, il y aura des personnes, vu qu'ils n'ont plus de compte client avec, une licence valide, ils ne pourront plus vraiment se connecter. Est-ce qu'il faut sur le CP d'Hornet, préalablement activer la licence produit pour lancer la migration? On n'est plus vraiment sur activer une licence produit. Sur Hornet, quand vous allez basculer du coup sur Hornet, quand le domaine sera migré sur Hornet, on va vous lancer sur le plan équivalent de VaidCloud, et vous aurez de configurer le plan équivalent de VaidCloud. Aujourd'hui, ce qui va être configuré sur Hornet, pour ceux qui ont déjà le contrôle panel en tête, on va venir configurer le spam and malware protection, et surtout ça. Bien évidemment, la console Hornet, hein, la partie boîte utilisateur, la partie liste noire et liste blanche, mais le module technique, qu'on vient configurer, ça s'appelle le spam and malware protection. Ce spam and malware protection ne suffira jamais à lui seul pour établir une facturation normalement. Pour moi, il y aura pas grand-chose, enfin, il y aura pas grand-chose à faire côté partenaire, hormis la migration qu'on vient de présenter aujourd'hui, mais
il n'y aura pas vraiment de besoin d'activer quelque chose sur le contrôle panel. Normalement, c'est clairement le but au final de cet outil-là, c'est que vous puissiez, enfin, c'est que vous ayez rien, pardon, vous ayez rien à faire sur le contrôle panel en termes de configuration. Le client est lancé, il est migré. Eh ben, c'est bon, j'ai migré mes MX, je vais juste suivre l'email live tracking de mon client, qui est son flux de mail en temps réel, établir mon service, ou tout simplement lui rajouter une autre fonctionnalité, etc. s'il faut, mais il n'y aura pas de besoin d'activer quoi que ce soit au préalable sur le contrôle panel. Du coup, alors dernière mise à jour, cet orateur indique la date et l'heure de la mise à jour des informations. D'accord. Ça, alors du coup, Roland, enfin, vous me parlez de la mise à jour automatique de la console en elle-même. L'outil il vient faire ses vérifications sur la base de données de VeilCloud et ceux d'Hornet à cette date-là, enfin en tout cas à cette mise à jour-là. Donc si on reprend votre question de refresh la console, enfin de refresh cette mise à jour, pour moi non, mais on a une mise à jour enfin c'est pas une mise à jour, c'est un check de la vérification, de la configuration, pardon, qui va se faire lorsqu'on va se connecter sur le domaine. Et quand on va vouloir accéder sur lancer la migration du client ou du domaine, il va effectuer une vérification. Et on le voit tourner, il va effectuer une vérification. Donc en plus de cette mise à jour, il y a cette vérification-là sur le client, sur le moment. Donc pour moi, c'est deux choses différentes, la mise à jour que vous faites mention et la vérification du compte client. Il me reste une vingtaine de clients qui sont toujours sur la solution Vaid. Il faut qu'ils soient migrés avant le 31 septembre sous risque de ne plus avoir accès à la console Vaid. Alors, si vos clients, du coup, ils ont encore une licence valable après le 31 septembre ou autre, oui, dans tous les cas, enfin, pas dans tous les cas, non. Ils vont pas ne plus avoir accès à la console. Vous allez toujours avoir accès à la console VAD Cloud et vous allez toujours configurer, enfin, administrer votre client. Ça, c'est pour les licences qui sont valables après le 31 septembre. Mais pour ceux qui n'ont pas renouvelé à la période de renouvellement de licence, voilà, ceux qui n'ont pas de nouveau deal avec Vadecloud, forcément, parce que ça n'existe plus, au bout du 31 septembre, tous les clients que vous n'avez jamais renouvelés, etc., vous n'aurez plus l'occasion de les revoir sur cette console, en fait. Après, ce sera à voir sur comment ils vont réellement gérer on va dire leur liste enfin, leur liste d'utilisateurs sur la partie Vadecloud. Je pourrais pas vous dire comment ils vont gérer cette partie-là. Et je pense pas que, par exemple, on a les mêmes webinaires, hein. Aujourd'hui, on a le webinaire Chris, mais on a aussi le webinaire Hornet qui porte exactement sur le même sujet. Mais il ne parle pas vraiment de que va devenir les personnes qui n'ont pas renouvelé du Veil Cloud, hein, bien attention, à partir du 31 septembre. Dans tous les cas, je crois que ça fait déjà quelques mois qu'on ne peut plus acheter de Veil Cloud. On ne peut plus en acheter, on ne peut plus renouveler. Mais ceux qui ont pu renouveler ou qui ont acheté du Veil Cloud et que ça dure après le 31 septembre, vous allez toujours avoir accès à la console et vous allez toujours pouvoir justifier pourquoi vous avez payé dans tous les cas. Donc, ça, il n'y a pas de problématique là-dessus. Je parlais vraiment des personnes qui ont un accès à cette console, mais qui ne vont plus, enfin, qui sont plus vraiment actifs dessus. Voilà. Est-ce que toutes les questions ont été répondues? Est-ce que tout le monde a pu poser une question? Est-ce que vous en avez d'autres d'ailleurs? Est-ce que ça a soulevé d'autres points importants? Aucun risque de double facturation une fois migré sur un contrat d'un an et en cours. Le risque zéro n'existera pas, mais pour moi, non, ce n'est pas fait pour. Enfin, il n'y a pas de risque de double facturation sur cette partie-là. C'est vraiment un produit qui a été arrêté, va des clouds. Après, encore une fois, surtout moi, je suis un profil technique, donc s'il y a une problématique de facturation, malheureusement, ce ne sera pas ma faute. Mais de toute façon, il faudra voir après avec vos commerciaux, mais ce sera une problématique qui va être résolue. Encore une fois, c'est pas quelque chose de courant, c'est double facturation. Et pour moi, je ne vois pas comment cela peut être possible si il n'y a plus de facturation côté Veil Cloud. Si vous êtes passé sur Hornet aujourd'hui, c'est qu'il n'y a plus de facturation côté Veil Cloud. La quasi-totalité de nos licences n'ont plus de date d'expiration. La date a été remplacée par un logo infini. Et oui. Alors ça, c'est plus sur la partie Veil Partner, non, Maxime, si je dis pas de bêtises. On n'est pas sur. Ouais. Alors voilà, on n'est pas sur la partie Veil Cloud. Donc
Je répète du coup ce que j'ai dit au début, la partie Veil Cloud, là aujourd'hui on parle que de la partie Veil Cloud d'ailleurs. On parlera pas de la partie Veil Partner et Veil M365 puisque c'est la même console, le même produit. On ne parlera pas de ces produits-là. La partie Veil Partner aujourd'hui, c'est une console qui liste les utilisateurs et les partenaires Veil 365. Sur cette console-là, on a une notion de migration parce que il est possible qu'un partenaire ait aussi migré sur le control panel. Et il va pouvoir gérer tous ses clients sur le control panel. Mais il peut acheter du Veil 365, il peut mettre un nouveau client M365, il verra toujours ses licences. Il y a eu une modification pardon, sur cette console Veil Partner alors je crois qu'ils ont enlevé la partie client, ils ont rajouté une partie facturation, ou en tout cas vous retrouvez la facturation de vos licences sur une console à part et qui est connectée à alors ce qu'on appelle le Subscription Manager, mais c'est la console de gestion de licences d'Hornet. Hornet, ses licences, il les gère sur une console bien à part. Cette console, elle est dédiée aux commerciaux, que ce soit les commerciaux distributeurs et éditeurs. Elle est dédiée, elle est dédiée pour Hornet comme pour Vadé aujourd'hui. Donc elle liste les deux produits, tous les produits Hornet, tous les produits Vadé. Sur Vaid Partner et sur le control panel et sur cette même console, vous avez cette connexion à cette partie licence qui se fait. Et c'est ce qui fait que vous avez un petit logo infini. C'est pour ça que je vous raconte cette histoire. C'est que ce soit sur le control panel, sur Veil Partner, et même chez Hornet aujourd'hui, on a ce petit logo infini. C'est dommage, et ça, faut être honnête, puisqu'on n'a plus de date précise à laquelle cette licence-là s'arrête, mais vous avez quand même la possibilité, si vous avez une question sur quand est-ce que dure ma licence, vous avez le certificat de licence, vous avez l'information aussi chez Chris Réseau. Dans tous les cas, vous allez obtenir l'information. Mais c'est vrai que sur cette console, on a cette notion d'infini, entre guillemets, on n'a même plus de date, on n'a pas de date de fin de licence réelle. Ça, c'est quelque chose qui est amené à être modifié. Ça a été, on va dire, une erreur qui a été faite suite à la migration. La migration des clients Vadé en général, hein, que ce soit Vadé Cloud ou 365, c'est quelque chose qui a pris beaucoup de temps pour Hornet. Maintenant qu'ils ont annoncé la fin d'un de leurs produits, c'est encore plus le rush. Et donc, je sais que ce problème-là, avec ce logo infini, est là depuis un petit moment. Donc, c'est quelque chose sur lequel il va falloir prendre un peu son mal en patience, mais au moins on se dit qu'aujourd'hui, votre facturation, elle pointe sur une seule et même console. Plus de problématique d'avoir deux consoles séparées, etc. Donc, c'est quelque chose qui est amené à changer. Nous devons aller où pour voir la date de fin des licences dans ce cas sur Veil Partner? Nous n'avons que nos clients 365. Et oui. Les clients Veil Cloud ne remontent pas, et non. Auriez-vous le lien de la console Hornet pour la partie licence? Pas du tout, hein. Cette console Hornet pour la partie licence, elle ne concernera en aucun cas les partenaires, ni en aucun cas les clients finaux. C'est vraiment un outil dédié pour la partie commercialisation de la solution, surtout pour l'éditeur. Là où moi, ce que j'essayais de vous donner, c'est que cette console-là, elle est pas faite pour avoir beaucoup de monde dessus. Enfin, c'est pas du tout fait pour les partenaires. En l'occurrence, on n'aura juste plus en fait cette possibilité de voir la fin de la licence sur la partie Veil Partner pour les produits Veil 365. C'est également le cas pour le control panel et c'est également le cas en fait pour la partie Hornet. Pourquoi? C'est parce qu'aujourd'hui vous êtes capable de faire, alors plus sur Hornet, parce que je pense que c'est quelque chose que vous allez voir sur Hornet beaucoup et vous avez sûrement déjà entendu parler de ça, c'est qu'on fait plus du mensuel sur Hornet que de l'annuel. Mais chez Cris, on fait de l'annuel. Donc en fait, il y a une facturation qui peut être différente selon, annuel, mensuel, les cotations spé, les pas cotations spé. On a enfin voilà, votre compte, silver, gold, enfin en fait, on a tellement de prix différents, que des fois ça joue aussi sur la date de fin. Enfin des fois, il y a quelque chose qu'ils ne maîtrisent pas sur cette partie licence et c'est pour ça que vous n'avez pas cette date de fin. Donc pour répondre à ta question Maxime, il ne sera pas possible de voir cette date de fin de licence sur la console Veil Partner et sur la console, sur le control panel aujourd'hui dans tous les cas. Pour les licences historiques Veil 365, d'accord? Encore une fois, on s'arrête qu'à là. Comment sont reprises les balles partagées en termes de licences dans cette migration, puisqu'a priori, ce ne sont pas traités par Hornet en standard? Oui, normalement, ça a toujours été comme ça chez Vadé. Les boîtes aux lettres partagées ne sont pas facturées. Alors, il y a une règle d'or sur Hornet, c'est que
Quand on réalise un onboarding sur Hornet, et si vous ne savez pas ce que c'est qu'un onboarding, ou si vous voyez pas ce que c'est qu'un onboarding côté Hornet Security, les commerciaux ont un document qui est vraiment bien fait pour cette partie-là, qui a un guide complet sur cette partie-là. Mais les boîtes aux lettres partagées ne sont pas facturées. Hop. Les boîtes aux lettres partagées ne sont pas facturées quand on a du Microsoft 365, et elles le sont quand on n'a pas du Microsoft 365. Et là où se fait la différence de si on a du 365 ou pas en termes de boîte aux lettres, on parle pas de veille 365, hein, on parle vraiment juste de boîte aux lettres. En fait, ça va changer par rapport à l'onboarding que vous allez réaliser. Et ça, alors par exemple, pour avoir des boîtes aux lettres partagées non facturées et avoir un onboarding dit 365, quand vous allez réaliser votre migration, vous allez en réalité avoir besoin de faire 2 clics en plus pour avoir cet onboarding 365. Hein, et pour vraiment avoir cet avantage au niveau de la facturation. Aujourd'hui, on rappelle que voilà, le contrôle panel Hornet en général est valable pour n'importe quel type d'infrastructure de mail. C'est compatible avec absolument tout. Alors qu'avant, quand on avait du VAD, on était plus amené à être sur du 365 quand on avait du 365 et du cloud quand on avait autre type de messagerie. On pouvait avoir aussi tout ce qu'on veut. On pouvait autant avoir du 365 que pas du 365, mais voilà. Moi, ce que je vous invite à faire, c'est que ici, dans ce webinaire, on vous a voilà, sensibilisé sur ce qu'était l'outil de migration, on vous a aussi montré à quoi il ressemble, au moins peut-être que vous êtes rassuré sur comment vous allez effectuer votre migration. Maintenant, ça se fait en quelques clics avec un suivi de chaque étape de la migration. Mais en plus de ça, faut aussi corréler ça avec les différents webinaires techniques sur le contrôle panel, comment on configure le contrôle panel, etc., qu'il faut suivre. Et l'avantage, c'est que maintenant, les commerciaux ont un guide plutôt format papier, enfin format PDF, qui pourra du coup vous aider à configurer cette partie 365, etc. Moi, je trouve qu'il est vraiment utile. Et puis, c'est vraiment par case. On n'est pas obligé de tout suivre pour être au courant de tout. Mais au moins, on peut voilà, se concentrer à ce que vous avez besoin. Est-ce que vous avez d'autres questions, d'autres cas, ou est-ce qu'on a fait le tour du sujet? Je vois que le temps passe. Et voilà, est-ce qu'on a fait le tour du sujet aujourd'hui? Vous avez d'autres questions ou je vous en prie, Jean-Christophe. Bon, bah, très bien. Bah, s'il y a pas d'autres questions, tout le monde, bah, écoutez, je vous souhaite une très, très bonne journée à vous, une très bonne semaine et pour ceux qui vont avoir des vacances en août, très bonnes vacances à vous. En vous souhaitant du coup une très bonne journée et une très bonne fin d'après-midi. Au revoir.